Bienvenue sur le point lecture de janvier. Oui, je suis un peu en retard. Oui, je fais ce que je peux. Hein, voilà. Alors ne vous inquiétez pas, je suis toujours un peu palichonne, ça se voit. Je me remets. C'est un peu compliqué. Hein, voilà, cortisone, ça m'a fait gonfler de partout. C'est une catastrophe. Donc c'est un peu, c'est un peu chiant voilà, de reprendre. Mais bon, j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier, de bonne lecture, etc. Je vous re-souhaite... enfin, vous allez voir ça début février, donc c'est ridicule pour les vœux, mais revœux, hein, pour janvier. Au programme de janvier, alors il y aura plusieurs épisodes, hein, parce que je dois avouer qu'au moment où je tourne, j'ai tellement bien calculé le timing que je vais avoir une livraison. Donc la personne va sonner et donc je vais être obligée d'arrêter. Mais je continuerai après, juste après. Au programme, il y a 7 livres. Et j'ai eu un très bon mois de janvier. Voilà, alors honnêtement, tous les livres que j'ai lus, c'est vraiment des très bons livres. Alors j'ai relu évidemment un George Sand, donc le livre de George Sand que j'ai relu, c'est Mauprat. Tout simplement parce que un des livres, le deuxième livre que j'ai lu, en fait l'héroïne s'appelait Edmé, et ça m'a rappelé que dans Mauprat, l'héroïne s'appelait Edmé. Donc je me suis dit, ah bah tiens, vas-y. Alors, je me souvenais de l'histoire de Bernard et Edmé, de cette valse-là, de sentiments et un coup je te frôle, un coup je te frôle pas. Il y avait des choses que je me souvenais pas. Par exemple, le fantôme je me souvenais pas du tout de cette partie-là. Enfin, vraiment pas. D'ailleurs, ça m'a fait penser à Shakespeare. Mais j'ai bien aimé cette histoire-là. Je me suis dit que malgré qu'il y a 2-3 longueurs sur, par exemple, la généalogie ou des trucs comme ça, mais les cheveux, ils m'énervent. Mais j'ai été agréablement surprise de me rappeler autant de détails déjà. Enfin, je me rappelais de l'histoire, mais il y avait des choses, des passages dont je me souvenais vraiment bien. Et avec le recul, bah écoutez, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Alors après, j'aime George Sand, hein, donc ça aide. Donc George Sand est là. Hein. 4 à la suite. C'était franchement, c'est un bouquin qui, je pense, peut résonner encore, qui peut parler à des jeunes femmes ou à des jeunes hommes, voilà, de maintenant. Je pense que l'écriture de George Sand, il fait pour beaucoup, hein, on est bien d'accord. Bon, donc ça, c'était Mauprat, je vais pas vous détailler Mauprat, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'avaient déjà lu. Si vous l'avez pas lu, vous pouvez commencer à lire George Sand, hein, ce que vous voulez. Voilà, vous choisissez. Alors peut-être que Mauprat n'est pas le premier que je conseillerais à lire de George Sand, mais que voulez-vous, on commence par celui qu'on peut. Moi, c'est l'inspiration. Je vous ai dit, toute l'année, je vais relire du George Sand. Relire, donc 12. Mais ça sera l'inspiration. C'est-à-dire qu'en février, je ne sais pas lequel je vais relire. Parce que peut-être un personnage dans un des premiers livres va me donner, comme là, me donner l'idée d'aller lire celui-ci ou pas. Voilà, donc on verra. Alors, le premier que j'ai lu en janvier, donc on commençait l'année, 1er janvier, ah aussi, un peu la tête dans le pâté, because j'étais à la radio la veille au soir, au 31, jusqu'à à peu près minuit 25, donc j'étais un peu, ouh, pas... Mais, je me suis dit, allez, vas-y, c'est le premier, tu enquilles. Alors, et j'ai enquillé vite, hein, je vous le dis. Donc j'ai lu Dissolution de C.J. Samson, donc c'est chez Belfond, c'est l'histoire, enfin c'est l'histoire, c'est la série des enquêtes de Matthew Charlake, donc je vous ai parlé, si vous me suivez sur le podcast pour les séries ciné de cet été, l'été dernier, j'avais parlé que j'avais vu la série de Charlake sur Disney+, et qu'une de mes copines anglaises, Claire, m'avait gonflé, harcelé depuis une dizaine d'années pour lire ça, en me disant, mais toi qui adores l'histoire, qui adore cette période de Henri VIII, Cromwell, etc., honnêtement, vas-y, tu vas te régaler, la série est top, le mec est top, voilà. Et je lui disais, ah, je sais pas, j'en sais rien, machin. Bon, et comme j'ai aimé la série, elle m'a dit,
Écoute, tu as aimé la série sur Disney+, je te trouve le premier tome de Samson en français, je te l'envoie et tu lis. Et elle avait raison, c'est exceptionnel. Alors, on est avec un jeune homme qui est enquêteur et avocat, donc au XVIe siècle, sous Henri VIII, donc le Tudor, vous savez, voilà, celui qui a bousillé toutes ses femmes. Et sauf la dernière qui a réussi quand même à le... Enfin, il est mort, pas sa faute, hein, mais bon, bref, elle lui a survécu, au moins. Et qui, en fait, à cette période, Cromwell est le vicaire général. Et il est tout puissant. Et il va envoyer Matthew Charlake dans un monastère, puisque l'Angleterre de Henri VIII a fait scission avec le Vatican, justement pour que le roi puisse se remarier à sa guise, avec qui il voulait. Et il va aller sur place parce que le précédent enquêteur est retrouvé mort au monastère. Donc Charlake part avec son assistant sur ce monastère pour, élucider qui a tué, 2, récupérer le monastère pour la couronne britannique, et 3, indiquer aux prêtres, enfin aux moines qui vont se calmer visiblement sur leur dévotion au pape. C'est soit tu es d'accord pour l'église d'Angleterre, soit tu dégages. Voilà, ça c'est fait. Charlake est un homme assez particulier parce que, outre ses fonctions, dans cette Angleterre du XVIe, il est bossu. Et à l'époque, au Moyen-Âge, ou même après le Moyen-Âge, voilà, un bossu, ça portait malheur. Donc, il arrive dans ce monastère avec déjà cet aspect physique qui n'est pas repoussant pour le lecteur, mais qui est un handicap sérieux pour lui, parce qu'il ne se mouvoie pas comme il veut. Et on comprend aussi qu'il a eu des déceptions, principalement amoureuses d'une jeune femme, qu'il évoque 2-3 fois, Kate. Et en fait, on découvre 2 facettes de Charlake. On découvre ce garçon qui est quand même un peu meurtri par la vie, alors physiquement, mais aussi moralement de temps en temps, et cet enquêteur intraitable, avec un esprit véritablement très fin, qui arrive au milieu du monastère comme un éléphant au milieu d'un magasin de porcelaine, qui leur saute pas sur le rable, mais pas loin, et qui déduit. Mais simplement, il n'y a pas que le meurtre de Singleton, donc c'est le précédent enquêteur, il y en a d'autres qui vont arriver. Et petit à petit, l'auteur développe plusieurs trames parallèles, toujours avec Charlake et son assistant, des choses trappes, qui mêlent aussi la vie privée et les réflexions que Charlake peut se faire pour lui-même ou pour les autres, pour ses rapports aux autres, aux femmes, à la vie actuelle, aux conditions de vie des gens, que ce soit les moines, que ce soit les novices, que ce soit les employés du monastère, que ce soit les femmes aussi. Tout ça avec, quelquefois on le sent, un ressentiment de la part de ce garçon contre la vie qu'il a malmené quand même un petit peu. Et il est aussi irritant qu'il peut être attachant comme personnage, et c'est vraiment très très bien foutu. Alors c'est bien écrit, l'intrigue a des rebondissements, vous arrivez à la fin, vous dites merde, j'ai loupé un truc. Oh putain, j'ai loupé un truc. Voilà, donc vraiment c'est une très très bonne série. Enfin en tous les cas ça commence très bien, et honnêtement je vois pas, Claire les a bouffés, donc je comprends pourquoi. Ça va revenir dans l'année, parce que c'est sûr que je vais acheter le 2e, le 3e, etc. Je crois qu'il y en a 8. Il me semble que Claire m'a dit qu'il y avait que le 4 ou le 5e en France était quasiment introuvable. Donc elle m'a dit, je crois que tu vas te le taper en anglais, parce que j'ai essayé de regarder, je le trouve pas. Donc on verra bien. Donc si vous avez déjà lu Samson et Dissolution et les enquêtes de Matthew Charlake, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Et moi j'ai beaucoup aimé le côté un peu... ça m'a fait penser à des tableaux de Boulogne ou de Caravage. Vous voyez, ce côté clair-obscur, ce côté... pareil, dans les personnages, ils sont pas tout à fait blancs, pas tout à fait noirs, ils sont pas gris non plus. Il y a des personnages qui sont très ambigus, que vous détestez tout de suite, et qu'au final, il y a quand même quelque chose qui vous dit « Ah non, quand même !» Voilà. Alors, ça pourrait avoir un ressentiment au nom de la rose, mais non. Parce que ça se passe effectivement dans un monastère, qu'il y a un moine, qu'il y a des machins, qu'il y a des novices, mais...
voilà, ça pourrait, si vous aimez Au nom de la rose, peut-être que ce genre d'ambiance pourrait vous plaire. Mais vraiment, c'est dans l'Angleterre du 16e, sous Henri VIII. D'ailleurs, on parle beaucoup d'Anne Boleyn, puisque le début de l'histoire se passe avec quelques temps après qu'elle ait été... oui, pour faire de la place à la suivante. Et donc, voilà, ils ont tous des rapports assez ambigus avec cette histoire-là. Ils sont d'accord avec le roi pour beaucoup de choses, mais il y a des choses qui les choquent. Voilà, et vraiment, c'est un personnage magnifique, Charles Lake. Vraiment, c'est un très très beau personnage. Et l'enquête est... ouais, l'enquête est très très bien faite. Alors, la traduction est vraiment passionnante parce que c'est quand même pas écrit gros, et vous voyez la taille de la bête, voilà. Bon, enfin, il est énorme, hein, il fait 415 pages, et vous voyez un roman taille normale, et un roman là, vous voyez la taille de la bête, quoi. Voilà, donc vous vous dites que ça vaut largement 700. Mais c'était vraiment très intéressant à lire. Et franchement, j'ai adoré ce personnage, donc il n'y a pas de raison qu'il ne revienne pas dans ma pile à lire. Deuxième roman que j'ai lu, donc ça c'était dans le challenge Le Carnet. Et ça c'est le roman régional. Alors, je mettrai, si j'y pense, dans les commentaires, dans la barre d'infos, le podcast que j'ai fait pour parler donc de Geneviève Fauconnier et de vous expliquer ce qu'est la double. Alors, c'est un roman d'une écrivaine qui faisait partie du groupe de Barbezieux, dont le frère a été prix Goncourt en 1930 pour Le Très Beau Malaisie. Elle a été prix Femina pour Claude, pas pour celui-là, mais pour un autre de ses romans qui s'appelle Claude en 1933. Moi, je l'avais découvert dans 2 autres romans, enfin 3 autres romans avec Claude et 2 autres. Mais c'était celui que je n'avais pas lu encore. Alors, c'est un roman très poétique, à la fois politique et mystérieux. C'est-à-dire qu'on est avec Edmé, qui est la fille d'un médecin de campagne. Tous les deux, frères et sœurs, arrivent dans une maison. Ça fait 75 ans que le précédent docteur est mort. Donc ils s'établissent dans la maison du docteur. Et elle va tomber sur des papiers, et notamment les mémoires de ce médecin, qui explique qu'un soir, on est venu le chercher pour l'amener dans les bois, au fond de la Double, puisque c'est un vaste domaine forestier qui est en lisière entre le Sud-Charente et le nord de la Dordogne, qui est pas très loin de chez moi, qui a 25 bornes de chez moi, et qui il y a des étangs, etc. Donc quand j'étais petite, c'était un peu mon terrain de parc de loisirs, si vous voulez. Et il y a tellement de faune, de papillons, de machins, de trucs, de biodiversité, que c'était absolument génial. Et pas loin, il y a la Trappe des Chourgnacs, un des meilleurs fromages du monde. Ceci étant dit. Et donc elle va trouver dans ces mémoires-là que ce médecin est allé accoucher une femme dans les bois, à la demande de quelqu'un, et que quand il a eu la délivrance, en fait un homme, un tiers, est arrivé, a pris le bébé, enfin le bébé, et l'a fracassé contre un arbre. Et ce médecin, tenu par le serment d'Hippocrate, s'est posé des milliers de questions en se disant, est-ce que je dénonce le crime, mais est-ce que je ne suis pas tenu à ne pas le dénoncer puisque j'ai fait le serment d'Hippocrate? Donc il expose sur ses mémoires ceci. Et Edmé, qui est sourde, qui est devenue sourde sur le tard, qui est un peu donc à part, elle est dans son monde, elle se parle intérieurement, et voilà, parce qu'elle ne parle pas trop, elle parle aux autres, mais très souvent c'est des monologues qu'elle se fait elle-même, décide d'enquêter. Et tout en découvrant cette région-là, enfin ce coin de France, juste après la première guerre, puisque on est en 1922, elle découvre tout. C'est-à-dire qu'elle découvre, en tant que solitaire, elle découvre l'histoire ancienne de ce docteur, les voisins, elle se fait amie avec des gens, elle remonte leur généalogie parce qu'elle adore fouiller dans les vieux papiers. Tiens, marrant. Et tout ça, Geneviève Fauconnier en fait un personnage assez singulier, qui est assez, des fois, un peu mystique, parce que, bon, il faut dire que Fauconnier était quand même une femme très pieuse. Donc, ça se ressent aussi dans sa façon de d'écrire, d'amener un côté un peu mystique. Alors, je dois avouer que moi, connaissant le lieu, connaissant un peu les auteurs de cette coin-là, et aussi les conditions de vie de l'époque, je trouve qu'elle le raconte très bien, qu'elle met beaucoup de poésie, beaucoup de retours
sur vous savez, ces petits racontars on-dit, machin, de province. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Après, ce n'est pas la plus grande écriture du monde, c'est pas un livre qui a révolutionné le monde, on est bien d'accord. Mais j'ai trouvé que c'était en plein d'une jolie poésie, avec une connaissance profonde des gens, du terroir, des sensations, moi j'avais l'impression qu'à un moment donné, elle décrivait un souffle de vent, que je pouvais le sentir. Et elle décrit vraiment très très bien cette contrée, les us et coutumes. Et je vous dis, Edmé est vraiment un personnage très singulier. Ça m'a fait un peu penser comme lecture à son Claude, même si j'ai trouvé les écrans de la double plus touchants que Claude. Mais vraiment, c'était une très très bonne lecture. J'ai vraiment aimé me plonger dedans. Après, dans la nuit, c'est 3 pages, hein, donc voilà, c'est la suite. Bon, ouais. Mais les écrans de la double, donc Geneviève Fauconnier, c'est une écrivaine que vous devriez peut-être découvrir si ça vous intéresse. Après, je vous dis, c'est assez étonnant parce qu'il n'y a pas vraiment de fin tout en ayant une fin de quelque chose. Voilà, mais c'est vraiment, vraiment très très bien fait. Donc, je vous dis, j'ai commencé bien l'année. Alors, attendez, alors, pendant que je vous parle, évidemment, un SMS est arrivé, peut-être pour me dire qu'il était en bas de la Casbah. Ah ben, on fait ça en direct live, hein, pour une fois. Alors, qui dit le monsieur? Il faut que je lave les lunettes, vous savez, les vieux, c'est plus ça. Ah bah voilà, donc du coup, prochain truc, c'est moi, donc il devrait pas tarder. Donc, ouais, peut-être le temps de faire l'autre livre. Alors, autre livre que j'ai lu, attention, alors là, on commence avec La Maraude de Lisa, historique. Vous êtes l'amour malheureux du Fureur de Jean-Noël Orengo. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir dire de ce... Alors, si vous ne savez pas qui est Abel Sper, c'est un salaud. Bon, on va commencer comme ça. Voilà, comme ça, c'est fait. Speer était l'architecte de Hitler. Ils se sont croisés avant l'avènement de Hitler et puis souvent après. Il y avait une attirance entre les deux hommes. Alors, on a parlé aussi d'une espèce de truc platonique, amoureux, machin, etc. Mais c'était beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire que d'un côté, vous aviez Speer qui était un jeune homme brillant, très beau garçon, qui aspirait à être un brillant architecte, qui s'est retrouvé face à un homme qui, lui, voulait absolument construire son Reich millénaire avec des monuments, des choses grandioses pour tenir des milliers d'années, enfin des centaines d'années, et qui secrètement, Speer a aspiré au pouvoir. Et il avait en face de lui un homme qui avait le pouvoir, qui, lui, aspirait à être un artiste. Oui, on sait que c'était un artiste raté, on est bien d'accord, clair. Mais qui aspirait à être un artiste. Donc il y avait cette espèce de fascination réciproque entre le mec qui était un artiste et qui voulait être un mec du pouvoir, face au mec qui avait le pouvoir, mais qui était un artiste dans l'âme. Un connard aussi, mais enfin un salaud aussi, mais voilà. Et donc en fait, Orengo répond très clairement, et je l'ai derrière, j'aurais pu le sortir comme une gourde, bon bref, à l'autofiction que Albert Speer a fait. C'est-à-dire qu'il a écrit ses mémoires, ah il faut le savoir ça, il a écrit ses mémoires pour expliquer ce qu'était la vie sous le Troisième Reich. Puisqu'il était au cœur du système, hein. Le gars est resté au cœur du système, il a été au procès de Nuremberg, enfin, accusé au procès de Nuremberg, il a quand même eu l'audace, comment dire, plus que ça, on va dire, de dire qu'il était responsable mais pas coupable. Voilà, ça c'est fait, sachant que, outre le fait qu'il était quand même l'architecte pendant des années, préféré du chef, du grand chef, du guide, Führer, guide. Il a été, après son ministre de l'armement et de la production.
T'es pas du tout au courant, toi, qu'il y a plein de munitions, qu'on demande plein de munitions sur l'Est, qu'on demande des nouveautés, machin, pour des camps. Non, non, mais non, non, mais tu t'es pas du tout... Non, non, je suis responsable, je suis pas coupable, hein, j'étais pas au courant. J'étais pas... Mais bien sûr, oui, et la marmotte, elle ramène le papier aluminium. Voilà, non, mais... Et dans son autofiction, je vous assure, si vous lisez ça, vous avez l'impression que, en gros, bah, le pauvre chéri, il était là au mauvais moment, au mauvais endroit, c'est pas sa faute, il savait pas. Voilà. Et il se glorifie, mais vraiment, c'est... Voilà. Mais c'est un très bon mémoire, parce qu'en fait, vous avez la façon positive de voir sa vie sous le Troisième Reich, ses relations avec Hitler, qui au début, pendant presque 7 ans, c'était l'amour fou, enfin l'amour fou, vraiment, c'était la fascination absolue, puis tout d'un coup, il s'est aperçu que le guide changeait. Voilà, donc il y a eu des distensions, puis en plus, bon, on le sait, enfin, si vous connaissez la période et si vous connaissez un peu surtout cette mare de crabe absolue, c'est que autour du grand chef, ils se détestaient tous. Tout le monde avait des dossiers sur tout le monde. Alors tout le monde faisait. Mais tout le monde ne pouvait pas supporter le truc. Et il y en avait un qui avait l'oreille d'Hitler, c'était Bormann, qui a bien emmerdé Speer pendant quelques années. Oui, bah c'est le dernier qui a parlé qui a raison, hein, bien sûr, on est bien d'accord. Et ensuite, ça s'est distendu jusqu'à ce que il le nomme ministre de l'armement et de la production, mais il y a quand même eu des distensions, et à ce moment-là, il a vu que il changeait, mais il était toujours fasciné par lui, fasciné par ce qu'il était, par leur discussion, parce qu'en fait, leur discussion était, on s'en fout de l'armement, mais du technique, voilà, et Speer avait un ego surdimensionné parce que Leni Riefenstahl lui avait dit qu'il faisait des super congrès, parce que c'est lui qui a organisé celui de 34, hein, oui, à Nuremberg. Voilà, et qui a mis ça la nuit pour une raison bien définie, il l'explique dans ses mémoires, je vous laisse deviner. Oh, grandiose ça aussi. Et Orengo a l'intelligence de faire une contre-fiction de l'autofiction. Alors, le seul truc, c'est que ce bouquin-là, si vous n'avez pas un minimum de base, faites attention parce que vous risquez de prendre au mot ce que Orengo dit, alors qu'il le fait au 2e degré, assez cyniquement. Il se moque un peu quand même 2-3 fois. Et j'ai trouvé que le livre, justement là, était intelligent parce que même sa relation après avec Gita Sereni, qui est quand même une très bonne historienne, qui a fait Dans l'ombre du Reich, qui est un très très bon roman, qui parle d'ailleurs de Speer, de ses rapports, parce qu'elle est arrivée à entretenir des rapports amicaux, on va dire, avec lui, puisqu'il avait tellement d'ego, ça passait plus les portes, et puis il était à ce niveau-là. Ah bah voilà, mon livreur, bougez pas, je reviens. Ça a été un peu plus long que prévu. Pas pour vous, mais pour moi. Donc, Gita Sereni, si je me souviens bien, en fait, va amener avec sa relation avec Speer à le faire avouer sur la longueur, hein, parce que ça va durer des années, leur relation épistolaire en gros, avant qu'ils se voient. Mais voilà, va lui faire avouer en fait qu'en gros je suis responsable mais pas coupable, ou non, je suis coupable mais pas responsable. Oui. Bon, on va dans les deux cas, c'est un gros con. Mais voilà, je suis responsable, je suis coupable mais pas responsable, ou voilà, ou coupable, ou responsable et pas coupable. Enfin, en gros, c'est à peu près ce qu'il dit. Enfin, en vérité, il est responsable mais pas coupable. La vraie détermination de Speer, c'est je suis responsable mais pas coupable. Elle va l'amener à lui dire, alors pas frontalement, mais en tous les cas l'énoncer, qu'il savait pour la solution finale. Tu m'étonnes, ministre de l'armement et de la production. Un an, je passe. Hein. Voilà, donc c'est vraiment un livre où il détruit Orengo toute l'autofiction de Speer dans ses mémoires, et qui fait une autofiction, c'est-à-dire qu'il raconte la vie à la manière que Speer l'a raconté, mais cette fois-ci en contrant plus ou moins ce qu'il disait, qui pouvaient être des contre-vérités ou même des embellissements de la réalité. Tout est beau, tout est gentil, on a l'impression qu'ils sont au pays des bisounours à un moment donné. Voilà, donc c'est vraiment un bon livre. Si vous ne connaissez pas et que vous voulez pas vous taper les mémoires de l'autre, voilà, retenez que c'est un salaud, Speer, on est bien d'accord, mais qu'il a une très belle vie, hein. Il a vécu très vieux,
il était auréolé de la gloire de tout le monde. Les historiens ont pris sur ses mémoires ce qu'il disait. Donc en gros, qui nous prouve que ceci s'est pas passé ou pas, s'il n'y a pas eu de traces, vu que c'était le seul qui était encore là. Donc voilà. Donc vous êtes l'amour malheureux du Führer, c'est un de ce que un SS lui a dit un jour en sortant d'une réunion, et en fait il avait précisé sur la longueur que en gros c'était pour le meilleur et pour le pire. Tu m'étonnes. Alors, comme un mariage quoi, mais pire. Voilà. Autre livre, et là cette fois-ci c'est un roman. Ah là 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 là, je vais me faire taper sur la figure par les... Ben non, parce qu'en fait c'est une très bonne lecture. C'est juste que j'ai pas été surprise parce que je connaissais l'histoire. Alors, c'est les chevaliers... les chevaliers, oh punaise. Les guerriers de l'hiver d'Olivier Norek. Alors, je le dis en préambule tout de suite, je l'avais dit dans la pile à lire, mais je vous le dis, je connaissais l'histoire de Simo Hala parce qu'une de mes amies qui est d'origine finlandaise l'avait appris à l'école en Finlande avant qu'elle ne se rapatrie en Suède pour des raisons personnelles. Et j'avais déjà lu cette histoire de la guerre d'hiver parce que c'est un des points les plus... Alors peut-être que c'est un film pour beaucoup, mais c'est un des points qui peut expliquer en gros peut-être la décision du Reich, enfin en tous les cas d'Hitler, de lancer l'opération Barbarossa en juin 1941, bien avant sûrement ce qu'il avait prévu. Bon après évidemment les Italiens se sont vautrés vers la Grèce, etc. Il a fallu aller les aider, les gourdeaux. Voilà, donc il a pris en plus du retard, d'où arriver en plein hiver en URSS. Le truc improbable, c'est pas comme si tu avais lu les mémoires de Napoléon à l'époque. Voilà, donc non, mais il y en a certains qui ne reprennent pas l'histoire. Hein, ah ben, oui. Et en fait, c'est vrai que c'est une partie de guerre qui dure 105 jours, hein, en gros. Hein. C'est David contre Goliath, l'ogre contre le petit poussé, enfin tout ce que vous voulez comme déclinaison. Puisque vous avez d'un côté une très jeune nation, la Finlande, qui s'est formée, qui est devenue indépendante en 1917, qui a profité de la révolution bolchevique pour pouvoir, en gros, déclarer son indépendance. Sachant qu'elle a appartenu très longtemps au royaume de Suède, et ensuite elle a basculé à la Russie impériale. Donc elle a été toute jeune, hein, quand, voilà, en gros 22 ans hein, d'existence, puisque, voilà, 17, 39, voilà. Et c'est vraiment un tournant, c'est-à-dire que en étudiant, enfin, quand on s'intéresse vraiment à la Seconde Guerre mondiale, à un moment donné, c'est ce 39 où nous, on commence la guerre en 40, enfin en mai 40 quand ils nous sautent dessus. La guerre a été déclarée en septembre 39. Donc il y a toute cette période de 39 où pour nous c'est la drôle de guerre, où plus ou moins personne ne bouge, on est en mode 1, 2, 3 soleil et on attend. Si on a attendu, on n'aurait peut-être pas dû attendre. Mais bon, on ne pourra pas refaire l'histoire. Toute cette période-là, tout le monde s'en est pris plein la gueule, sauf ceux qui allaient s'en prendre plein la tronche en 40. Voilà. Et là, c'est vraiment une expérience intense quand vous savez que ces trois appelés intendus ont réussi à déjouer, à lutter jusqu'à la mort, ou en tous les cas aux limites de leurs limites, contre la fameuse armée rouge, qui était censée être la plus grande, la plus forte du monde, etc. Après, en filigrane, il s'était un peu intéressé à ce que Staline avait fait pendant les grandes purges, c'est-à-dire quelques années avant, 3-4 années avant. En gros, ils auraient su qu'il avait décapité son armée de métier. Ah bah il avait balancé tous les gradés au goulag en gros, hein, tous ceux qui étaient contre lui, pas contre lui, avec lui mais on sait pas où. Enfin bref, il était un peu parano le gars, en plus il avait Beria qui était pas trop bien équilibré dans sa tête non plus. Ça aide pas ce genre de choses, voilà. Donc il s'est privé lui-même, Staline, de gens qui étaient formés parce que les académies militaires russes, notamment impériales, parce que beaucoup sortaient des académies militaires impériales, hein, on est bien d'accord, voilà.
si en 40 vous avez 35 ans ou 40 ans, vous étiez sous le tsar, et il y avait une armée de métiers. Donc quand vous envoyez des soldats qui en gros ont été formés derrière le bus en 30 secondes chrono, le génie tactique n'est pas le même. On est d'accord. Hux m'a monté sur la table. Ouais, voilà. Hux est monté sur la table. Voilà. Chose qu'il ne fait pratiquement que très peu. Sauf quand il a une nappe que pour lui. Mais bon, là, il se met derrière la nappe. Ouais, t'as raison, chou. Oui. Eh ben oui, bien sûr. Voilà. Donc, si le truc bouge, vous inquiétez pas, c'est Pachyderme qui bouge. Voilà. Pachyderme qui va se mettre sur les bouquins. À chroniquer. Super. Eh ben, on n'est pas sorti du lac, je vous le dis. Ah, ça va partir en live, attendez, j'essaie de le déloger, mais vous savez, Hux, pour le déloger, c'est très compliqué. Non, il déloge pas. Bon, bah écoutez, il va rester là. Je le laisse, voilà. Il est bien derrière, voilà, il a pris le stylo sous la patte, c'est bien. C'est un chat de romancier. Rien. C'est romancier, il a pris le stylo, il met sous la patte, il a mis la tête comme ça. Que voulez-vous? Bon, bref, c'est décousu sur Norex, c'est décousu. Monsieur Norex, si vous passez par là, désolé. C'est la faute du général Hux. Ah ben en guerre, général, oui. Je suis dans la... Je suis dans la mouvance, je suis dans le... Bref, donc Norek en fait part de cette histoire-là, de l'attaque de la Russie sur cette petite Finlande pour choper la bébête, enfin pour récupérer en fait en gros son territoire, et il va l'attaquer à plusieurs points stratégiques de la Finlande, nord, on va dire 3/4 du pays, puis au milieu parce qu'il y a une bande qui vont choper, et au sud pour avoir accès au port. Ah bah si, à un moment donné, les trucs maritimes, commerciaux, ça marche. Et sachant qu'il y avait la guerre, 2-3 sous-marins par là, c'est encore mieux. Et donc, il part de ce postulat-là, et il part surtout sur l'histoire de ce sniper, qui est un des plus connus, parce qu'il y en a d'autres hein, qui sont connus. Alors tout le monde va me citer Zaitsev, mais vous avez Ludmila, aussi une russe, vous avez plusieurs... snipers qui ont été hautement plus prolifiques que Allah, même si je crois qu'il a 345, il y en a un qui a 509, toujours pendant cette courte période. Hein, voilà, les 3/4 sont... on va dire qu'il y en a 3 des meilleurs snipers, je crois, qui sont russes, enfin soviétiques. Hala, qui est donc finlandais, et un allemand. Voilà, c'était parti des meilleurs snipers, si vous intéressé. Je vais éviter de vous les citer, vous en foutez. Voilà, mais c'est parti des 5-6 meilleurs snipers de cette période-là, et vous savez, quand vous étudiez cette période-là, lui, vous le connaissez. Vous avez peut-être pas forcément entendu toute sa vie, mais vous savez qui il est, vous l'avez déjà entendu. Et en fait, il part de ce postulat-là, il nous explique la guerre d'hiver. Voilà, il a énormément été documenté, il s'est documenté énormément, ça se sent sur le bouquin, il n'y a pas à tortiller. Historiquement, on n'a rien à dire. Sur le déroulé, il n'y a rien à dire aussi, c'est un très bon roman. Si vous connaissez... Alors, je comprends l'engouement... Je comprends l'engouement qu'il y a eu sur ce bouquin. Premièrement, parce que c'est bien écrit. Alors, c'est pas non plus... c'est pas Zola, calmez-vous, mais qui est Zola désormais ? Bon, on n'a pas beaucoup. Mais voilà, c'est pas Zola. Mais c'est une écriture agréable. Moi, j'avais lu... Alors, je suis allée vérifier, j'ai lu qu'un Norek. Et j'avais trouvé aussi que c'était agréable à lire. Voilà, c'est bien écrit, c'est fluide, il n'y a pas de tortillé, vous n'êtes pas obligé de partir chercher le dico sur 20 générations. C'est des phrases simples, courtes. Il n'y a pas d'esbrouf. Enfin, moi, j'en ai pas trouvé dans le premier ni dans celui-là. C'est pas le style pompeux où cette fois il décrit pour décrire parce qu'il veut faire 3 pages de plus sur l'entière. Non, non. Il décrit l'hostilité de la Finlande, l'hostilité des bois, l'hostilité de la neige, le froid, la glace, les conditions de vie de l'époque. Rappelle, 39. Dans des hivers les plus rigoureux qu'ils ont eu, hein, parce que moi je me rappelle que ma grand-mère m'a dit que l'hiver 39 avait été un des pires avec celui de 42-43 je crois. Voilà, vraiment tout glacé, tout gelé. Alors imaginez, en France c'est gelé. Vous imaginez en Finlande?
Ils sont arrivés à moins 50, 60. Même pas en rêve que je imagine moins 60. Je suis une fille sur internet, elle est sur YouTube, elle a une chaîne, elle est géniale cette chaîne. Elle vit dans la partie la plus froide de la Sibérie et elle s'est mariée à moins 73. Même pas j'imagine moins 73, c'est-à-dire je ne conçois pas. Si, au bureau on a des moins 80. Quand ils ouvrent la porte, même pas en rêve je mets un doigt. Bon, donc vous imaginez. Et en fait, il décrit sur la longueur l'entièreté de la guerre. Et je comprends qu'il y ait eu un engouement si les personnes ne connaissaient pas cette histoire, cette partie de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. J'imagine qu'ils ont plongé effectivement dans un roman qui était pour eux un page turner. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas ce qui allait arriver à ce sniper, qu'ils ne savaient pas ce qui allait arriver à tous les personnes finlandaises qui se battent, à cette armée rouge qui est censée être la meilleure du monde et qui se retrouve en gros, alors qui a le complexe de supériorité au début, hein, ils sont quand même arrivés avec la fanfare, un de deux avec les cheerleaders, hein, ah bah si, on y va, on rentre, on prend, on revient, oui bien sûr, mais bien sûr, oui pareil, la marmotte elle replaît le papier à lui, et donc mais c'est vraiment, il y en a certains, c'est pas les castors les plus utiles au barrage quand même, hein. Ah ben voilà, et donc tout s'est déroulé là. Il n'y a rien à dire sur ce roman-là, à part que c'est un très bon page-turner, que c'est un bon livre, un roman historique, qui a de la documentation, il y a des recherches, il y a cette volonté de mettre en lumière ce peuple qui s'est battu, et notamment de cet état d'esprit qu'elle m'a expliqué, ma copine, enfin mon amie, c'est pas une copine, elle est amie elle, qui est le Sisu, qui est véritablement, ça s'écrit S-I-S-U, je crois. Mais ça se prononce, elle m'a dit Sisu, comme ça, voilà. Elle me l'a dit 3 fois, truc, voilà. J'ai dit oui, bah, c'est du finlandais, quoi, c'est une des langues les plus difficiles, avec le hongrois. Si, le finlandais, c'est eux. Oh là, mon Dieu, à côté, les autres, c'est du beurre. Hein. Et elle m'a dit, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Et c'est vrai que Norek, à un moment donné, donne au moins une quinzaine d'adjectifs pour essayer de faire comprendre à un de ces personnages qui explique ce que c'est ce terme mythique pour les Finlandais qui est véritablement l'âme de leur peuple. Pour faire court, c'est ténacité. En gros, c'est l'âme. C'est comme. Alors, moi, elle m'a expliqué schématiquement. Alors, elle m'a dit il y a plein d'adjectifs qui peuvent. Parce que je lui ai scanné, enfin, fait une photo de la page, et elle l'a traduite, vous savez, avec le transmit Google, machin, qu'on peut lire un texte, machin. Et elle m'a dit oui, effectivement, tous les adjectifs se collent. Et alors, elle m'a dit si tu veux l'image, ça serait que. C'est comme si l'ensemble de tous les Finlandais qui étaient sur les lignes de front, y compris le peuple derrière, c'est-à-dire la population derrière qui allait, qui était bombardée constamment, pas de bombardement, hein. Ils y allaient, ah bah, ouh, vous savez les orgues de Staline, toutes les 5 minutes. Et donc elle m'a dit, c'est comme si tu avais aggloméré Hux, non, mais tu vas pas mettre la patte devant l'écran de la caméra. Non, mais Hux, tu perds la boulette, là. J'en peux plus. Qui veut un général Hux 7 ans, toutes ses dents. 7 ans bientôt. Toutes ses dents et tout son esprit de général. Hux, ça suffit, je t'ai dit, ça suffit. Soit tu t'assois et tu bouges pas, soit tu te calmes. Voilà, assis. Donc, c'est décousu, ça va être terrible. Il reste 2 livres encore. Vous allez être là pendant prenez un café, un thé, un chocolat, les crêpes pour Pâques, ce que vous voulez, enfin, le reste de crêpes, parce que là, on en a pour 6 mois. Donc, elle m'a dit, c'est comme si tu agglomérais l'ensemble des soldats qui avaient été envoyés sur le front, plus tous les gens à l'arrière, leurs familles, la population entière du royaume, enfin de la Finlande, qui était à peu près de 3 millions d'habitants, je crois, à l'époque. Les autres, ils étaient 170, 180 millions. Rapport, c'est 10%. Et elle m'a dit que tu amalgames tout ça dans une seule personne,
et que toute la force, la volonté, la ténacité, l'esprit de résistance, l'esprit de liberté, d'indépendance, parce qu'ils étaient indépendants depuis 22 ans, ils voulaient rester indépendants. Tout ça, c'était dans une seule personne, comme un géant, en fait, qui luttait face à l'ogre en face. Voilà. C'est en fait un peuple qui s'est aggloméré, et c'est cet esprit-là, c'est-à-dire que c'est un truc, c'est indéfinissable à expliquer en Finlande, mais l'image peut être assez visuelle quand vous imaginez un peuple avec une seule personne, un géant, qui est fabriqué de tous les gens et de cette mentalité de résistance, etc. Voilà, c'est à peu près ça. Et c'est vrai que le roman est très bon parce que vous tournez les pages, vous voulez savoir ce qui arrive aux personnages, vous voulez savoir s'ils vont gagner ou pas, même si c'est un peu expliqué à la fin. Et comment l'armée rouge, qui était censément être puissante, qui arrive avec les derniers tanks, les derniers obus, les derniers trucs, ils ont 3 pelles et 3 marteaux. Enfin, ils ont des armes, mais en moins. C'est-à-dire comme munitions, voilà, vous avez 2 munitions et l'autre, ils en ont 100. En gros, dernière semaine, les dernières 24 heures de guerre, puisque bon, ils avaient signé le traité de Moscou, etc. Donc c'était bon, la Finlande s'est fait un peu beaucoup amputer de certaines choses. Les Russes ont tiré 8 jours de munitions en 24 heures. Vous imaginez ce qu'ils avaient comme ça, hein. Voilà. Les autres, ils avaient 3 merdes. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un très bon roman parce que vous tournez, parce que vous voulez savoir, parce que c'est entraînant, parce que les personnages sont plus vrais que nature, mais ils sont vrais, mais ils sont plus vrais que nature, et qu'on a l'impression de chevaucher à leur côté. Le seul truc, c'est que moi, je connaissais l'histoire, et que je n'ai pas trouvé le souffle romanesque que j'avais trouvé dans certains récits sur cette guerre, qui étaient des récits historiques basiques. Et vraiment, alors je pense que mon avis, et je l'ai dit la dernière fois sur un groupe, parce que la personne était dithyrambique sur le roman en disant que c'était le meilleur roman de tous les temps, et que moi je lui ai dit, non, c'est un très très bon roman, le problème c'est que moi je connaissais l'histoire, et donc j'ai pas été emportée par le roman, puisque je savais le déroulé, je connaissais pourquoi, comment, et qu'est-ce qui s'était passé après, etc., pourquoi, et ce qui... Effectivement, cette victoire de l'armée rouge qui est une défaite, en gros, hein, parce qu'ils auraient pu torcher la bestiole, hein, en deux temps, 3 mouvements, c'était plié, théoriquement, hein, il n'y avait pas photo, mais qui va donner une visée internationale à la Finlande, être reconnue par les pays du monde, et donc d'être un État souverain. Voilà, et donc là, en gros, ils ont gagné sur le papier, les soviétiques, mais ils se sont fait torcher. Mais simplement, tout le monde regardait, y compris le petit camarade d'à côté qui avait déjà passé un pacte de non-agression. Mais en gros, il s'est dit, tiens, c'est pas, ils sont pas très beaux quand même. On va y aller, ah, nous. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un très bon roman. Moi, si vous voulez savoir sur la guerre d'hiver, si vous voulez en savoir plus sur la Finlande, si vous voulez en savoir plus sur l'armée rouge de cette époque-là, si vous voulez savoir les luttes de pouvoir, que ça soit Staline qui démet ses généraux comme si c'était rien et qui est complètement barré, enfin on voit bien que c'est un dictateur, mais qu'en plus il n'est pas stratégiquement, il n'est pas, bon bref, pas comme l'autre à côté, mais enfin bon bref, il n'est pas aidé non plus. Mais je pense que les Stern et les Timoshenko, etc., ça a dû les hanter, cette guerre-là, parce qu'ils étaient non seulement supérieurs en nombre, mais ils étaient supérieurs en tactique. C'était des paysans qu'ils avaient en face, presque, hein. Il y avait 3 armées de métier, hein, donc voilà. Et franchement, je vous dis, moi, il m'a manqué le souffle romanesque et le fait, je pense, et vraiment, je parie sur 90% sur le fait que je connaissais déjà l'histoire et que j'avais aucune surprise. À aucun moment, j'ai été surprise de me dire « Ah mince, ah il arrive ça, oh merde, qu'est-ce qui va lui arriver derrière ?» Non, je le savais. Voilà, y compris le très joli portrait, et très touchant d'ailleurs, de Zimo Aela qui est à la fin, puisque son visage a été comme les poilus, hein, il a été littéralement arraché, une gueule cassée, finlandaise. Après avoir tué 345 soviétiques qui l'ont surnommé la mort blanche. Donc voilà, c'est un héros finlandais qui est
très modeste, parce que c'était un simple paysan du coin, hein. Enfin, c'était pas quelqu'un qui était censément être le meilleur, mais bah, il avait appris à chasser avec son père, il avait appris à respirer, il avait appris à jouer avec la nature, à se fondre dans la nature, comme tout d'ailleurs ces snipers-là, Lunmila le disait une fois, elle disait que c'était... qu'elle avait appris avec son grand-père à chasser dans le fin fond de l'URSS et qu'effectivement on lui avait appris à se fondre dans le décor et à respirer comme l'autre personne, c'est-à-dire comme l'animal, c'est-à-dire se caler sur le rythme de l'animal pour pas qu'il vous détecte. Et pareil pour un être humain, si vous vous calez sur son rythme, sur sa respiration et que on ne vous voit pas, vous voyez pas le coup partir. Hein. Voilà, donc c'est vraiment un très bon roman, je vous dis, je vous le conseille, il n'y a pas à tortiller sur la question, c'est juste que, moi je vous dis, le souffle romanesque et le fait que je connaissais l'histoire ne m'a pas remis, mais par contre, si vous voulez en savoir plus sur cette guerre de l'hiver, et enfin cette guerre d'hiver, parce que en fait là il dit les guerriers de l'hiver, mais c'est la guerre d'hiver, et sur ce fameux Zimo, allez-y, vous pouvez y aller, mais je vous dis, ça peut pas, ça pourra, je comprends qu'il y ait des gens qui l'aient mis dans les coups de cœur, si vous ne connaissiez pas, mais moi il n'y atterrit pas, par contre je pourrais le recommander si vous savez, si vous voulez savoir, voilà, donc... Autre livre, on continue, ah bah oui c'est de la même période, on continue, attention là, on attaque un des maréchaux que je connais le mieux. Ah non, je le connais pas intimement, il est mort. Mais dont je connais la vie, les principes, les tactiques, les mémoires, ses écrits, enfin à peu près tout ce que j'ai pu lire, voir, écouter sur lui. Voilà. Il fait partie des 3 maréchaux du Reich, hein, enfin du 3e Reich, enfin de cette période-là, que je connais le mieux. Allemand, hein, je parle, parce que je connais bien Joukov aussi, mais russe, enfin soviétique. Mais il fait partie des 3. Alors il n'est pas il est 3e. En déroulé de ceux que je connais le mieux, Rommel, oui tu m'étonnes, Rommel, Guderian et donc Paulus. Ça s'appelle Sommes-nous devenus des criminels? Sous-titré Vie du maréchal Paulus de Lionel Duroy. Et Lionel Duroy se fond dans la vie de Paulus. En fait, il parle à la première personne. Il fait parler Paulus selon évidemment ses écrits. Alors j'ai été contente parce que en fait tous les bouquins qui sont là, je les ai tous lus. Tout est relatif. Enfin. De toute façon, c'est très bien que je suis tarée, donc voilà. C'est pareil, il vrai qu'il y a pas mal de bouquins, enfin, à part les... Parce qu'il a fait une bibliographie. À part les trucs finlandais, enfin, en tous les cas, il y a 2-3 trucs que je n'ai évidemment pas finlandais, ni les archives irlandaises, mais il y a, par exemple, il y a eu des éditions, il y a une réédition en anglais de biographie sur Zimo Hala, et je l'avais lu. Voilà, elle est sortie en 2016, je crois. Voilà, en anglais, hein, mais je l'ai lu. Donc, franchement, c'est un roman qui est écrit à la première personne. Et en fait, on rentre dans la tête de Paulus, qui nous raconte sa vie. Alors, assez rapidement, parce que c'est assez court. Hein. Qui nous raconte la Première Guerre mondiale, qui nous raconte la rencontre avec sa femme, Constance, qui était une aristocrate roumaine, qui d'ailleurs va beaucoup être... à la base de ces discussions sur le régime, sur la personne de Hitler, et Hux va essayer de m'attraper, c'est insupportable, et sur la vision qu'elle a de ce pouvoir néfaste. Lui, c'est un militaire de carrière, un vrai militaire de carrière, c'est-à-dire qu'il obéit. Comme tous les militaires, on leur donne un ordre, Hux, tu m'énerves, vraiment. On leur donne un ordre, ils exécutent. Alors, ils montent en grade, évidemment, mais il fait partie de l'armée. Donc, l'armée, à un moment donné, doit répondre au chef. Le chef, à un moment donné, s'avère être, à partir de 1933, Adolf Hitler. Il n'y a pas de... Pour lui, il doit obéir. Au début, la tactique... C'est Hux. La tactique d'Hitler pour les militaires de carrière n'était
c'était la post-traité de Versailles. Il faut quand même se mettre dans la tête, et je vous renvoie à mon podcast sur le traité de Versailles, il faut se mettre dans la tête que l'Allemagne a été littéralement écrasée par les traités, par les exigences, et notamment à 3/4 françaises, de démanteler son armée, de démanteler certaines choses, de lui interdire des armes, de lui interdire des munitions, de lui interdire de se on va dire, de se moderniser. Il va réduire à peau de chagrin ça, sans compter qu'on va annexer des provinces, qu'on va piquer dans les mines de charbon, qu'on va... la Ruhr, par exemple, qui a été rattachée à la France. Voilà, il y a beaucoup de choses qui pèsent sur le poids de la rancœur des Allemands, et principalement des militaires, qui ne pensent pas avoir non plus trop des masses perdues, puisque c'était vraiment un statu quo à un moment donné, même si, je rappelle, c'est un armistice, c'est pas une capitulation, la première guerre mondiale. Donc, c'est vraiment... Voilà, il y a ce côté... le Führer arrive, il réhabilite l'armée, discretos, avec un peu l'aide du RSS, quand même. Il leur donne un peu des terrains pour s'entraîner discretos. Pas comme si les autres l'avaient pas vu, de l'autre côté, à l'ouest. Mais bon, non, mais ils s'amusent. Voilà, c'est ça. Et vraiment, Paulus, il est un militaire de carrière. Il est heureux que l'armée se remette en route. Il est heureux de voir que son pays réarme, qu'il est capable petit à petit de se remettre en marche. Alors pas forcément parce qu'il a envie de sauter sur le voisin, c'est juste qu'il se dit, nous on nous a privés de notre droit le plus élémentaire comme nation libre, d'avoir une armée pour nous défendre, quelqu'un pour nous défendre, là maintenant on s'y met. Voilà. Et la guerre arrive, et Paulus va être sur beaucoup de fronts, notamment d'ailleurs le front français, enfin en tous les cas la campagne de France, etc. Et il a des amitiés, comme tous les militaires, il a des amitiés avec des anciens colonels, lieutenants, généraux, qui vont monter en grade, et tout ça lui permet d'avoir un espèce de microcosme de ce qui se passe, qu'il y a. Et lui, il va voir qu'il y a des ordres, des contre-ordres, et il va se retrouver propulsé à la tête de cette armée-là, de la 6e, qui est censée faire sauter le verrou de Stalingrad pour que les armées de la Wehrmacht puissent foncer sur Odessa pour récupérer les puits de pétrole. Parce que le pétrole pour les tanks, à cette époque-là, comme maintenant, c'est le nerf de la guerre. Si vous chopez des barils à plus savoir quoi en faire, etc., vous ne risquez jamais la panne, vous ne risquez jamais rien, puis en plus vous avez un accès à la mer, la totale. Donc le but c'est ça, simplement ils vont se retrouver face à l'armée rouge qui s'est fait démonter la gueule à partir de 41, je rappelle qu'ils venaient de se faire torcher contre les Finlandais, et qui, voilà, c'était pas organisé, ils étaient tous, enfin bon, il y avait vraiment un gros problème de commandement dans l'armée rouge. Ils ont été surpris parce que c'était censé être leur allié, en gros, même un peu. Et là, il va se retrouver avec cette armée-là, tout va bien, mais il commence à avoir des anicroches. Il commence à voir que l'armement russe commence à arriver, que les soviétiques sortent, notamment des tanks qui semblent être légèrement supérieurs. Eux, ils ont des problèmes de ravitaillement. Les Panzers, les nouveaux, là, ils arrivent toujours pas. Il faut dire qu'il fait moins 46. Les rails gèlent, les wagons gèlent, les roues gèlent, enfin tout gèle. Les gens meurent comme des mouches, parce que je rappelle que la Wehrmacht a subi le même sort que les grognards de Napoléon. Et ils se sont... Mais véritablement, ils sont morts de froid sur place. Ils ont gelé, certains, sur place. Et il va se retrouver dans cette espèce d'étau. Alors, je ne sais pas si vous voyez la carte de Stalingrad, mais vraiment, voilà, vous avez une rivière, vous avez 2 bords, et c'est vraiment... c'est un cul-de-sac, cette merde. Enfin, je veux dire, c'était... ils se sont fait encercler. Bon, il faut dire qu'ils étaient censés être aidés par les Roumains, les Italiens, des Brels. Donc, c'est pas eux qui les ont aidés des masses. Et ils se sont retrouvés avec 2 grosses unités face à eux.
Ils ont lutté, quand on vous dit lutter mètre par mètre, c'est mètre par mètre dans Stalingrad. C'est-à-dire qu'ils en étaient à se battre pour 3 escaliers dans certains immeubles. Ils se sont terrés comme des rats, vraiment. Ils avaient froid, ils avaient faim, ils n'étaient pas ravitaillés, ils n'arrivaient pas à se ravitailler. Et Paulus, qui était à la tête de ces hommes, hein, qui était resté là, recevait tout le temps l'ordre de tenir. Ben oui, bien, c'est mignon lui. Bon, tenir du haut commandement. Il avait beau dire, mais moi il me faut du ravitaillement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne m'aider, ravitaillez-nous, on ne bouffe plus, on a froid. Voilà, donc en plus ils ont envoyé en mode ah bah tout va bien, oui, bon c'est l'été, on va vous envoyer 3 chemises, oui, enfin il fait moins 40 quand même, voilà. Donc c'est vraiment, il explique qu'il s'est retrouvé dans une situation telle où il a commencé à douter. Et au moment où, avant la prise, on va dire, en tenaille de Stalingrad, il a rencontré le grand chef. Et là, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus. Que les ordres, les contre-ordres et la tactique n'étaient pas celles qu'il avait sur le terrain. Et comme beaucoup de généraux, enfin en tous les cas de militaires, ils se sont aperçus que peut-être que Hitler n'était pas tenu au courant de toute la bonne situation. Comme tout le monde se tirait dans les pattes, comme je l'ai dit, on essayait peut-être d'amoindrir les effets dévastateurs de certaines choses. Lui, il était peut-être plus conscient de certaines choses non plus, puisqu'isolé. Et il prenait des ordres qui n'allaient pas. Et effectivement, les militaires ont commencé à se rebeller, certains. Bon, ils sont passés par ils sont passés par nos amis de la CIPO-SD et de nos amis de la Gestapo. Ah bah si, quand même. Certains, d'autres ont été dégradés, d'autres ont été envoyés au feu en mode suicidaire. Vas-y, si, tu as été promu, mais tu vas mourir. C'est bien. Et Paulus, c'est ça. Dans tout ce roman-là, il explique à quel moment un militaire doit désobéir pour ne pas basculer dans quelque chose qui l'amène à être un criminel de guerre en pause. Alors je rappelle qu'il est allé témoigner à Nuremberg, Paulus, parce que pris en tenaille, ces hommes en train de mourir, meurent de froid, il s'en prenait plein la tronche. L'ordre de dire vous luttez, vous faites le hérisson, parce que c'est ce qu'on lui demandait, de faire le hérisson pour tenir le plus longtemps possible, etc. À un moment donné, il a dit que c'était pas possible. Donc c'est lui-même qui a capitulé et qui est allé voir les soviétiques en disant non, c'est bon, on arrête. Voilà. Il a été détenu en URSS, etc. D'ailleurs, il a même presque embrassé les idées communistes. C'est quelqu'un de fascinant, Paulus. Franchement, si vous devez un jour vous intéresser... Alors, il a été nommé, on dit toujours le maréchal Baoussou, mais en fait, il a été nommé le jour où il a capitulé. Pour la bonne et simple raison que aucun des maréchaux n'a jamais été pris de vivant. C'était comme ça. Donc, en le nommant maréchal le dernier jour, il s'est dit, avec la nomination qu'il va avoir, il ne capitulera pas et il ne se suicidera pas. Il va lutter les armes à la main jusqu'à la fin. Oui, ah bah, gratte-toi. Voilà, donc, franchement, c'est un petit roman court, mais dans la tête de Paulus se pose la question de est-ce que vous devez désobéir alors que votre éthique repose sur l'obéissance aux ordres. Voilà. C'est sommes-nous devenus des criminels. C'est les mêmes livres que j'ai là, vers là, qui est dans la mouvance, et même derrière, là-bas, là. Tous ceux qui sont derrière, là-bas au fond, qui sont dans la mouvance de bourreaux ou victimes, auriez-vous crié Heil Hitler, et tous ces livres de l'opinion allemande, qui est pris dans cette espèce d'étau et de rouleau compresseur et d'exaltation, mais aussi du fait que c'est aussi dangereux de se rebeller quand même. Hein. Voilà. Alors, est-ce que vous avez les cojones de vous rebeller et de passer par les armes, de vous faire passer par les armes pour une idée, sachant que vous n'êtes pas sûr que ça va marcher derrière. Voilà. Mais franchement, c'est un des courts romans qui peut vous expliquer pas mal de choses sur l'état d'esprit des militaires.
de certains, et notamment de Friedrich Paulus. Voilà. Oui, ah bah, ça fait partie de mes militaires. Ouais. Non, mais j'aime bien, c'est droit dans ses bottes. Voilà. Alors, il a fait des erreurs, comme tout le monde, hein, mais à un moment donné, il faut rester droit dans ses bottes. On est bien d'accord. Et alors, dernier, toujours dans, c'est dans, on va dire, c'est post-période. C'est un livre que je vous recommande. Alors, attention, il n'est pas à la portée de tout le monde. Pas parce qu'il est difficile, c'est juste qu'il est très exigeant. Il est assez exigeant quand même. Il y a une très belle iconographie, je vais quand même vous en montrer. Oui, je ne peux pas vous montrer la pin-up toute seule, parce que non, vous n'avez pas compris. Vous allez vous dire, mais de quoi pourquoi elle montre une pin-up, la dinde Non, en fait, ça regroupe donc... Oui, je vais le montrer. Le temps des loups, donc l'Allemagne et les Allemands de 1945 à 55, donc la période qui est partie de l'heure zéro jusqu'à, on va dire, le nouvel essor de l'Allemagne. On va dire, c'est pas l'ordre du phénix, c'est la renaissance du phénix, hein, c'est le phénix, hein, vraiment, là. Donc, Harald Janner, c'est... Si vous connaissez pas cette période, ou si vous vous intéressez à cette période, ou si vous voudriez savoir la base de l'Allemagne actuelle et de l'Europe actuelle à partir de 1945, jetez-vous sur ce bouquin. Alors, ça regroupe tous les pans de la société allemande à partir de 1945, donc de la capitulation, jusqu'à l'avènement d'une nouvelle société allemande. Il faut dire que pendant les 4-5 années qui ont suivi, toutes les villes allemandes étaient littéralement en ruine. Et quand je vous dis en ruine, c'était pas juste le toit qui était parti. Il n'y avait plus rien. Là, l'image que vous voyez, en gros, voilà. Il y avait ça, il y avait aussi le fait d'avoir capitulé, donc la mort technique de l'Allemagne, déchirée par les Alliés, c'est-à-dire qu'ils se sont chopés des secteurs, et pas seulement à Berlin, l'Allemagne en entier. Donc je rappelle, les Anglais, les Américains, les Soviétiques et les Français qui sont revenus dans la partie un peu comme ils ont pu. Un peu aidés par Churchill quand même, hein, parce que les Américains ne voulaient rien nous donner. Hein. Ils se sont dit, ah mais non, attendez, vous étiez juste derrière au débarquement, vous ne croyez pas qu'on va vous filer des trucs? Non mais calmez-vous quand même. Hein. Voilà. Donc, non mais... Et c'est... Tout est déroulé, c'est-à-dire ça parle de déblaiement, parce que bah, c'était en ruine, il faut déblayer, donc les Alliés vont... Alliés et l'URSS, enfin les vainqueurs, je rappelle que l'histoire est écrite par les vainqueurs, les vainqueurs vont exiger du peuple allemand des faits de déblayer eux-mêmes. Donc femmes, enfants, vieillards, voilà, et tout ça par des conditions assez terribles, puisqu'il n'y a plus rien à bouffer. Ils sont rentrés dans une période vraiment de grosse famine. À cette période-là, il y a un manque de nourriture, il fait très froid, il n'y a plus de combustible, ils ont plus trop de logements. Il y a beaucoup de choses comme ça qui font qu'ils sont vraiment à la ruine partout. Sans compter évidemment les termes de la capitulation, les exigences des vainqueurs et le poids de la culpabilité de ce qui s'est passé sous le Troisième Reich, puisqu'en fait, petit à petit, les gens arrivent. Alors, il y a aussi cet exode. Il y a une exode qui s'est fait dans le sens contraire. C'est-à-dire que vous avez les prisonniers de guerre qui sont libérés sur quelques années. Parce que je rappelle que l'URSS a fini de libérer certains soldats allemands. Alors que ce soit la Wehrmacht enfin surtout la Wehrmacht, parce que les autres ils ont passé par les armes, en gros. Ou ils ont balancé dans les goulags, on ne sait pas où ils sont. Ils les ont relâchés presque jusqu'en 1956 quand même. Donc ça a duré 11 ans. Et si vous voulez en savoir un peu plus, vous avez qu'à lire un de mes romans, ben deux. Et c'est véritablement le point de départ de la transformation de la mentalité allemande. C'est-à-dire ils passent de ces gens qui ont été sous la dictature nazie et sous le fascisme, volontairement ou pas, mais volontairement ou alors sans... Alors, pas forcément en première ligne pour les décisions, mais ils n'ont pas non plus rebellé des masses.
il y a eu cette espèce de dénazification qui en fait est une grosse fumisterie parce que au début, oui, oh, on va faire un questionnaire, est-ce que vous avez fait quelque chose, puis à la fin, vous alliez juste faire tamponner une lettre sur l'honneur où vous disiez non, je certifie sur l'honneur n'avoir jamais commis de crime au nom du Troisième Reich, mais bien sûr, et la marmotte, voilà. Et il développe tout, c'est-à-dire la remise sur les rails de l'état d'esprit de l'Allemagne, de l'économie de l'Allemagne, de la culture de l'Allemagne. Je rappelle qu'avant les connards, l'Allemagne était l'une des plus grandes nations à l'équivalence en Europe de la France, des Lumières, voilà, c'était une... Enfin, l'Allemagne était un grand pays culturel, intellectuel, un grand pays tout court. Voilà, ils avaient des intellectuels, des scientifiques brillants, des écrivains brillants, des prix Nobel, je rappelle. Hein. Voilà, donc c'était pas dégueu. Hein. Voilà, la bascule s'est faite et donc à partir de cette heure zéro, ils vont reconstruire une Allemagne. Alors reconstruire une Allemagne qui s'est pas fait facilement, qui s'est pas fait en 2 coups de cuillère à peau parce que vous changez pas de mentalité. Pour certains qui étaient très attachés au fondamental du Troisième Reich, vous ne changez pas les gens uniquement parce que vous avez dit vous avez perdu. On est bien d'accord sur la question. Donc c'est vraiment un livre passionnant parce que vous avez tout se dérouler sur tous les chapitres. Il parle de tout et notamment je vous disais, de ces populations revenues. Entre les prisonniers de guerre, entre les gens qui étaient partis sur des territoires annexés du Reich et qui sont revenus, en gros, avec une valise, en perdant tout ce qu'ils avaient eu pendant peut-être 10-15 ans, les déportés qui revenaient, les gens qui s'étaient planqués, les soldats qui avaient été défaits, pas prisonniers mais défaits, et tous ces gens qui revenaient en Allemagne, dans une Allemagne qui était qui avait perdu ses territoires annexés, donc qui était beaucoup plus petite, avec le double, le triple de population à nourrir, à loger, à vêtir et à chasser, puisque au milieu, il fallait chasser ceux qui se cachaient, c'est-à-dire les anciens dignitaires du Reich, les anciens SS, les anciens de la Gestapo, de SIPO SD, tous les gens qui avaient participé au massacre, que ce soit dans les camps ou sur le front de l'Est, ou ailleurs. Là, y compris certains soldats de la Reichsreich ou etc. qui se planquaient à droite à gauche. Tout ça sous la volonté de remettre l'Allemagne comme un pays à part entière dans l'Europe pour ne plus que ça recommence. Voilà. Et c'est vraiment un livre absolument passionnant. Parce que vous avez ce retour, par exemple, des hommes en 47, etc., cette espèce de rouleau compresseur d'hommes qui reviennent, qui ont été incarcérés à droite à gauche, et toute cette renaissance de l'Allemagne, même avec d'abord le marché noir, etc., puis l'économie qui se remet en route, et puis la culture qui revient, l'ouverture à l'Ouest, même si on sent quand même poindre un peu une scission entre l'Est et l'Ouest, mais avec ce développement, avec les magazines qui ressortent, avec la culture, avec la musique, avec tout ce qui fait une nation. Voilà, tout ce qui fait une nation et que, en gros, il y a eu une espèce de soupape de sécurité, et de chape de plomb, on va dire, plus, pendant une dizaine d'années, notamment ces 10 ans, où véritablement c'est comme s'ils avaient fait reset. C'est rien passé entre 33 et 45. Et il y a toute une génération d'ailleurs des petits qui avaient été endoctrinés très jeunes et qui n'avaient connu que le Troisième Reich. Il faut quand même se dire qu'il y avait des enfants qui arrivaient en 45, qui avaient 5, 6, 7, 10 ans, qui n'avaient connu que ça. Donc, passer de ça à... On vous dit, tout ce que vous y avez cru avant, c'était horrible. Et puis découvrir qu'il y a des gens qui étaient morts, que notre propre sang avait tué des gens. Alors, en plus, qui étaient allemands aussi, juifs soit, mais allemands, mais qui avaient exterminé 6 millions de personnes, dans les camps et sur le front de l'Est, dans les fosses, qui avaient fait des exactions partout en Europe où leurs armées étaient passées, Wehrmacht compris. Et ça, c'est difficile à accepter. Et l'art
a fait que ils se sont développés avec une espèce d'appétit de culture. Et bah, la culture a sauvé plus ou moins l'Allemagne. Même s'il y a eu, je vous dis, il y a eu une génération qui ne voulait plus penser à ça. Un peu si vous avez eu des grands-parents, pour les plus vieux d'entre vous, des grands-parents qui ont connu cette période et qui vous disaient je ne veux pas en parler. Non, c'est pas possible. On parle pas parce que c'est trop douloureux. Donc on va éviter d'en parler. Il y a des familles comme ça qui ne savaient pas ce que leurs grands-parents ou aïeuls avaient fait pendant les premières ou la seconde parce que pour eux c'était trop douloureux d'en parler. Et donc il y avait ce silence qui s'était imposé. La génération d'après est arrivée. Dans les années 50, 60, la génération qui a grandi a demandé des comptes à ces gens-là qui avaient été... C'est Hux qui a trouvé un stylo. A demandé des comptes. Et c'est à partir de ce moment-là où il va avoir les procès faits par des jeunes procureurs qui vont aller dénicher les dignitaires nazis qui se sont planqués, qui ont été amnistiés par les, il faut le dire, par les vainqueurs. Arrêtez de croire que c'est machin, c'est vraiment les vainqueurs qui, en gros, les ont utilisés. Alors, je rappelle que tous les pays vainqueurs ont récupéré des dignitaires nazis, que ce soit des scientifiques, des militaires, des fonctionnaires, etc., pour leur propre fonctionnement. Ah, les Américains ont récupéré comme des gens qui avaient travaillé sur les V2, qui l'ont aidé à faire les fusées de la NASA. En gros, nous aussi on a aidé, nous aussi on en a eu. Ah, mais tout le monde a pillé. Donc quand vous avez ce genre de choses, c'est ce qui s'excite. Quand vous avez ce genre de choses, il faut savoir que une guerre, c'est ni blanc ni noir, et en plus, la paix n'est jamais ni blanche ni noire non plus. C'est un livre vraiment passionnant. Je vous dis, il y a une iconographie vraiment fantastique qui vous montre tout l'évolution sur les 10 ans, et c'est énorme l'évolution qu'il y a. Ils sont partis du néant à une nation ils sont remis sur les rails, dont l'économie est repartie, dont les usines sont reparties, dont le peuple est reparti, dont la culture est repartie, donc on connaît maintenant, et qui fait que en gros, on va dire les ennemis d'hier, 3 guerres quand même contre eux, 70, 14 et 39, ont fait qu'on peut marcher main dans la main. Voilà, et que les piliers de l'Europe, on a beau dire, mais très souvent on le dit, c'est une image, mais c'est vrai, les 2 piliers de l'Union européenne, c'est la France et l'Allemagne, parce que tant qu'on est côte à côte, il n'y a pas de guerre. Parce qu'en gros, peut-être pas aller envahir nos amis belges. Voilà. En plus, on est capable de perdre contre les Belges. Bon, attention, on n'est pas... Voilà, où on va pas aller envahir le Piémont, on leur laisse aux Italiens, voilà. Donc, c'est pas il n'y a pas de reliquat des masses avec ces autres pays. Sauf, bon, l'Angleterre et la France. Mais on va pas y aller. Ah, voilà, non, de toute façon, personne ne peut arriver. Si certains ne sont pas arrivés à envahir l'Angleterre à l'époque, avec ce qu'ils avaient, pour nous qui allons arriver avec nos 3 petits bateaux. Voilà, dont un qui est toujours en rade. Non, mais je plaisante, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, franchement, si vous voulez savoir, si vous avez vraiment, cette période est fascinante. C'est vraiment, honnêtement, c'est le renouveau de voir les cabarets ressortir, notamment à Munich, tristement célèbre ville, sous le Troisième Reich, qui revenait, tout ce qui avait été interdit est revenu, les danses, les chants, les artistes, les artistes sont revenus, et ça aide une nation quand vous avez des artistes qui reviennent. Je cherche la destruction, parce qu'il y avait une photo qui est très très bien faite, où on voit des femmes déblayées. Voilà. Vous voyez, il n'y a plus rien derrière pratiquement. Il déblaye. Voilà. Il déblaye il fallait déblayer. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, Le Temps des loups, l'Allemagne et les Allemands de 45 à 55, Harald Janner. Franchement, allez-y, parce que c'est vraiment un livre formidable. Par contre, je vous dis, c'est écrit petit. Voilà. Et c'est dense, très dense. Mais c'est très très intéressant, très intelligent. Je vous dis, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Voilà, si vous connaissez pas la période et si ça vous intéresse pas, n'y allez pas, vous allez vous faire dégoûter. Donc ça,
Ça fera partie des coups de cœur de l'année en histoire, ça c'est sûr. Donc, nous sommes-nous devenus des criminels? Les guerriers de l'hiver, donc Olivier Norek. Vous êtes l'amour malheureux du Fureur. Et puis quoi encore? Les étangs de la double. Dissolution. Et donc Mauprat en relecture de Madame George Sand. Voilà. Donc tout ça, c'est ce que j'ai lu donc au mois de janvier. C'est pas mal, hein, moi je trouve que vu la taille des bêtes, c'est pas mal. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a certains que vous avez lu, que vous n'avez pas lu, que vous avez envie de lire, que je vous ai donné envie de lire, que je vous ai pas donné envie de lire. Je vous ai dit, oh putain, j'y vais pas là, elle est folle. Et que... prochaine vidéo, qu'est-ce que c'est la prochaine vidéo? J'en sais rien. Ah si, la prochaine vidéo peut-être soit la thématique, et la thématique du mois de février, c'est la résistance allemande et les femmes à l'intérieur de la résistance, ou la vidéo sur mes sagas chéries, parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. On m'a dit quelles sont ces 7 sagas récentes chéries. Voilà. Là, je vais m'ouvrir les veines, hein, je vous le dis tout de suite. Ça, c'est, bah, y en a une qui est arrivée en premier, puis l'autre qui est arrivée aussi en premier, donc je vais faire une espèce de brainstorming avec moi-même. Je vais m'arracher 3 fois le cœur et je vais m'insulter 10 fois pour cette histoire-là. Donc merci aux personnes qui m'ont donné l'idée. Ça suffit. Oh, il est insupportable ce chat. Et après, je ne sais pas. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. Vous me direz. Moi, j'ai passé un bon mois. J'ai hâte de vous faire le mois de février. Alors vous, quand vous verrez la vidéo, je l'aurai commencé, puisque j'ai commencé par la poussière des corons, je l'ai fini. Mais bon voilà, j'ai eu un peu de mal à tourner, à trouver un moment pour tourner. Voilà, donc j'ai réussi, et j'en suis fière. Et donc, bah écoutez, d'ici là, portez-vous bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo très longue, très longue. Mais écoutez, quand on a autant de... Enfin, pas autant, mais quand on a autant de choses à dire, et puis vous savez que je digresse, et que je m'amuse, et que je fais que des conneries, hein, on est bien d'accord. Je sais faire des choses très synthétiques, hein. Vous allez qu'à aller lire mes articles sur le blog, sur mes chroniques sur le blog à chaque fois. Honnêtement, vous verrez, c'est synthétique, hein, quand je fais une chronique. Voilà, mais là, autant s'amuser et puis être agréable. Et puis, enfin, agréable, c'est pas toujours agréable, moi, mais d'être légère tout en vous disant des choses plus profondes. Voilà, parce que si c'est pour faire une gueule d'enterrement et vous dire oui alors lui il est pas bien, vous allez vous ennuyer au bout d'un moment, on est bien d'accord. Voilà, donc c'est pas agréable pour vous, c'est pas agréable pour moi. Et puis c'est plus sympathique. Voilà. Donc ceux qui aiment l'histoire et notamment la Seconde Guerre mondiale, ils vont être ravis. Ah là, voilà. Bon, il y en aura d'autres, hein, en février, vous inquiétez pas. Ah oui, alors on m'a dit, est-ce que tu pourrais aussi, il y a 2 personnes, dont Dame Chantal, qui m'a dit, ah mais est-ce que tu pourrais nous parler des bouquins d'histoire que tu n'as pas chroniqués l'année dernière? Je pense que je le ferai au mois de mars ou avril. Because il va falloir que je me replonge le nez dans les 2-3 premiers... chapitres, enfin pas chapitres, mais 10-15 premières pages pour me remettre dans le bain. Parce que c'était quand même bien lourd à digérer, ces merdes. Donc je sais ce que j'ai appris ou pas, parce que, voilà. Mais autant bien les préparer. Donc je pense que je le ferai en mars ou en avril. Voilà. Février, c'est quand même assez pris. Notamment une fouille dans les vieux papiers de la BNF. Ah bah là, je vais faire de la spéléologie, hein, dans un dossier, là. Voilà. Donc j'espère que vous passez un bon mois de février. Vous avez bien mangé les crêpes, là, le jour de la Chandeleur. Moi aussi. Sauf que Alex m'a piqué un bout. Voilà. Et que on se trouve pour la prochaine vidéo. Voilà. Vous verrez bien ce que c'est. Je pense que c'est la thématique. Je pense que les sagas arriveront après. Voilà, donc ça sera la thématique sur la résistance, sachant que n'hésitez pas à aller écouter le podcast, hein, les podcasts sont faits pour ça. Moi là je mets ici la version illustrée parce que vous pouvez regarder les images en écoutant, mais sachant que je mets à disposition le PDF que vous voyez à l'écran. Voilà, c'est pour ça que ces vidéos de thématiques sont les moins regardées de la chaîne, parce que les gens en fait ils écoutent, ou alors ils vont écouter, ils ont déjà écouté le podcast, ils ne regardent pas, mais moi ça me
fait plaisir de les mettre sur la chaîne aussi, parce que ça montre une diversité, que je ne fais pas que faire des points lecture et des piles à lire, et que je fais exactement ce que j'aime faire à l'extérieur. Voilà. Ciao! Bonne semaine, à la semaine prochaine, et puis sinon, au mois prochain pour ceux qui regardent que les points lecture. Je sais, j'en connais, je vous vois. Si je vous ai vu.